Donc l'association Courir existera en 2017, donc l'année prochaine, depuis 25 ans. Elle vient de Necker, dans le sens que c'est un médecin, le pionnier, je pense, c'est ça, concernant les maladies arthritiques de l'enfance, qui a proposé à des familles de créer cette association. C'est le docteur Prieur, donc, qui est à l'origine, je crois, après de la formation de tous les médecins, finalement, qui se sont présentés ensuite dans cette spécialisation, c'est ça? Oui, alors il y a eu quand même d'autres grandes écoles. Il y avait, à Paris aussi, Madame Job des Langues, il y avait Madame Sommelet à Nancy. Donc il y avait quelques personnes, des dames, qui étaient très pionnières, dont Madame Prieur, ici à Necker, qui a beaucoup fait pour le développement de la rhumatologie pédiatrique, qui a à la fois formé la plupart des médecins, comme le dit M. Failly, qui aujourd'hui œuvre en France et pour certains dans d'autres pays francophones, qui a participé à fonder Courir et à faire bien avec l'ANDAR, qui est l'association européenne, donc qui a été très attaché effectivement au développement de cette association, qui voulait venir aujourd'hui, qui a eu un petit accident récemment, qui l'empêchera d'être là malheureusement. D'accord. Donc le but de Courir, c'est que les personnes à qui qu'on informe de la maladie puissent avoir tout de suite une source d'information, puissent passer un coup de fil, il y a quelqu'un qui peut les accueillir et répondre à leurs premières questions, souvent angoissantes, dès qu'ils apprennent la maladie de leur enfant. Ensuite, c'est d'organiser des réunions comme celle-ci, d'éditer des brochures à thème particulier, des brochures régulières aussi qui font état de nos activités régulières, de gérer un site, internet également, et puis de travailler pour qu'il y ait des réunions de famille. On en fait une au mois de juin là, à Center Park, donc les familles sont invitées à se réunir avec nous. On trouve les financements pour pouvoir, disons, financer 90% de la sortie. On demande juste une petite contribution aux familles pour pouvoir amener une participation. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on essaye à chaque fois d'avoir des contacts individuels autant que faire se peut avec les situations particulières, situations difficiles à l'école, situations difficiles pour monter des dossiers, par exemple des demandes MDPH, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour recevoir notre soutien. Nous travaillons aussi pour trouver des fonds pour la recherche. Nous remettons des prix, 3 prix importants du point de vue international. Je crois que la plupart des orateurs qui vont succéder aujourd'hui ont reçu pour leurs éléments de recherche concernant la maladie le prix Courir lors de congrès internationaux. Il y aura donc des prix qui vont être décernés, dont un prix particulier cette année qu'on appelle le prix Suzanne, lié à une jeune fille qui se trouve présente dans la salle, mais bon, qui veut rester discrète par rapport à ça. Mais voilà, elle sait de quoi je parle et sa famille aussi. Donc le but, c'est vraiment de créer du lien social. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire relativement à vos contacts avec l'association? Des remarques supplémentaires, des choses que je n'ai pas dites en improvisant de cette manière et qui vous apparaîtraient essentielles de dire? Le nombre d'adhérents, ça aussi, 360, 400, mais c'est souvent des adhésions famille, donc derrière une famille, il y a souvent 5-6 membres, donc on peut multiplier par 5-6 le nombre de personnes concernées par l'activité de notre association. Donc il y a à peu près, on peut dire presque 1500 personnes que nous couvrons du point de vue informatif par rapport à l'association. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions ou à poser à d'autres qui appartiennent à l'association, ils se feront un plaisir d'y répondre. En tout cas, on est content d'être ici grâce à votre invitation et à l'idée que vous avez eue, donc de regrouper aussi nos deux associations avec un Flammeuil, avec qui nous sommes heureux d'être là aussi aujourd'hui. Merci M. Failly. C'est vrai que Courir et un Flammeuil sont des partenaires très importants pour nous. On a déjà eu l'occasion de faire ce type de réunion. Bon, ce type de réunion qu'on essaie de faire tous les 2 ou 3 ans, sachant qu'il y a aussi d'autres réunions qui sont faites avec d'autres collègues et qu'on ne peut pas multiplier les réunions, mais ça me paraît important de temps en temps de nous réunir de cette façon pour à la fois faire un point sur les avancées médicales et scientifiques, en parallèle de l'effort que font les associations comme Courir pour aller au congrès, pour vous transmettre dans les journaux ce qui leur paraît être les points les plus essentiels pour vos enfants.
mais aussi pour qu'on ait un temps d'échange. Donc aujourd'hui, vraiment, le but sera qu'on puisse aussi échanger. N'hésitez pas à poser des questions, c'est tout à fait possible. Alors, on va essayer de voir si tout fonctionne bien. Et je vais commencer, puisque je devais ouvrir le bal pour la partie communication. Donc, vous parlez des avancées dans les traitements. Et c'est un vaste domaine dans les arthrites juvéniles idiopathiques. Je mets volontairement le pluriel parce que, comme vous avez compris, il n'y a pas deux maladies absolument pareilles. Il y a différentes formes d'arthrites juvéniles idiopathiques. Je mets une diapositive systématiquement pour parler de ce qu'on appelle peut-être improprement les conflits d'intérêts. Ce ne sont pas vraiment des conflits pour moi, mais disons tout ce qu'il peut y avoir comme collaboration entre un médecin comme moi-même et des industriels pharmaceutiques, que ce soit à travers des programmes de recherche clinique dans lesquels je suis investigateur, à travers des expertises que je peux être amené à donner, à travers le fait que comme Novartis aujourd'hui peuvent soutenir financièrement ce type d'intervention, ou nous inviter à des congrès qui sont devenus très chers. Donc sachez-le, et on a des liens, on espère rester indépendant d'esprit, mais de fait il y a des liens pour tous les médecins qui vous parlent avec ces industriels qui commercialisent des médicaments que reçoivent vos enfants. Alors les arthrites juvéniles idiopathiques, la définition reste encore aujourd'hui témoin de notre manque de connaissances sur cette maladie, puisque ce sont encore toutes ces arthrites dont on ne comprend pas la cause. C'est pour ça qu'on les appelle idiopathiques, qui se sont installées, qui sont là depuis au moins 6 semaines, même si en réalité on est un peu embêté quand il faut affirmer le diagnostic au bout de 6 ou 8 semaines, parce que parfois des arthrites réactionnelles un petit peu longues peuvent finalement guérir et ne pas passer au stade d'arthrite chronique. Parfois aussi c'est un peu tôt pour être sûr qu'on a complètement éliminé une autre maladie. Il y a des maladies, par exemple inflammatoires digestives, comme la maladie de Crohn, qui peuvent commencer comme une arthrite juvénile et finalement se révéler être une autre maladie après quelques mois, voire quelques années. Mais bon, qu'on a résolument fait ce qu'on pouvait pour éliminer l'autre cause, on a face à nous un enfant qui a une arthrite qui s'installait avant 16 ans, qui dure au moins 6 semaines, on considère que c'est une arthrite juvénile idiopathique, au sens large. Et nous avons cette classification toujours à l'œuvre depuis maintenant plus de 20 ans, qui différencie 7 sous-groupes, la forme systémique, qui est en fait la maladie de style de l'enfant, je reviendrai rapidement là-dessus, les formes du petit enfant qui sont les plus fréquentes, que ce soit les formes oligo-articulaires, moins de 5 articulations touchées les 6 premiers mois, ou les formes d'emblée polyarticulaires mais sans facteur rhumatoïde. Ces formes de l'enfant de moins de 6 ans au début représentent plus de la moitié des arthrites juvéniles et sont associées à un surrisque d'uvéite à œil blanc. Les formes avec facteur rhumatoïde, les spondylarthrites de l'enfant qu'on appelle anthésite en rapport avec une arthrite, parce qu'en fait, dans 85% des cas, on n'a pas, en tout cas au début, l'atteinte axiale des spondylarthrites de l'adulte, on n'a pas l'atteinte des articulations sacroiliaques, du rachis, on a plutôt des arthrites périphériques, des douleurs au point d'insertion des tendons, des anthésites, certains rhumatismes liés au psoriasis, et puis d'autres qu'on ne sait pas classer. Et vous voyez que globalement, lorsque nous voyons des patients en équerre, nous sommes un peu faussés dans le recrutement, nous avons plus de formes systémiques parce qu'elles sont plus difficiles à traiter en proportion, et nous avons un peu moins d'oligoarthrite parce qu'on va un peu moins nous les référer lorsqu'elles ne posent pas de problème, notamment lorsqu'elles ne posent pas de problème ophtalmologique associé. Alors, sachez qu'il y a un effort qui est fait autour de M. Martini, qui est le président actuel de la Pediatric European Rheumatology Society, pour changer cette classification qui est absolument illisible aussi pour nos collègues d'adultes, ce qui fait que souvent les rhumatologues d'adultes ne comprennent pas finalement de quelle maladie est-ce qu'on parle et de quoi je m'occupe une fois que je récupère ce jeune patient. Et donc l'idée c'est de faire une classification à l'avenir. Il y a les maladies de style de l'enfant. Il y a les polyarthrites rhumatoïdes de l'enfant, ça c'est très rare, c'est 2% de nos patients. Il y a les spondylarthrites de l'enfant, et puis, même si elles commencent par voie périphérique, ce sont des spondylarthropathies, on va dire. Et puis, il y a toutes ces arthrites de l'enfant jeune, avec anticorps antinucléaires le plus souvent, qui sont associés au risque d'uvite, et les autres. En oubliant un peu le psoriasis, qui finalement ne nous aide pas tellement à classifier, parce que le psoriasis est une maladie fréquente. Le fait qu'il soit présent ne signifie pas forcément qu'on va faire une arthrite différente des autres. Alors, les traitements médicamenteux des arthrites juvéniles idiopathiques, qui s'associent aux traitements non médicamenteux, sont variés, mais visent l'inflammation, que ce soit depuis les plus simples, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, naproxène, indométacine, etc., que ce soit les corticostéroïdes, ou que ce soit des médicaments immunosuppresseurs comme le méthotrexate ou des biothérapies ciblées, dont on va un peu parler aujourd'hui, les anti-TNF, les abatacept, les anti-interleukine 6, les anti-interleukine 1, et d'autres qui vont se développer au cours des années à venir. Classiquement, si on est face à la forme la plus fréquente de la maladie, si on est face à ces enfants qui ont une oligoarthrite, donc une atteinte articulaire qui au début ne paraît pas trop étendue, qui touche moins de 5 articulations, nous essayons encore aujourd'hui le plus souvent d'être assez conservateurs, et ce sont des enfants chez qui on va souvent commencer par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et éventuellement s'il y a un gros genou ou une autre articulation facile à infiltrer, on va faire une infiltration corticoïde.
Et d'ailleurs, pour nous, nous sommes maintenant dans un monde où, comme disait Paul Virilio, il faut que tout de suite, en quelque sorte. Hein. Donc les gens nous contactent, mon enfant a mal aux articulations depuis 2 semaines, il faut le voir en urgence, docteur. Et de la même façon, les médecins de ville, qui sont de plus en plus anxieux, nous disent, écoutez, là j'ai un petit enfant, ça fait 10 jours qu'il a mal au genou et que sa maladie inflammatoire, voyez-le. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut faire au début? Pas grand-chose. On peut donner un anti-inflammatoire non stéroïdien à bonne dose, faire des mesures locales, et il faut se donner un petit peu de recul avant de décider, c'est quand même pas complètement anodin comme décision, que on va mettre un traitement de fond, un traitement un petit peu immunosuppresseur, donc il y a aussi des inconvénients, on en parlera, pour contrôler une maladie inflammatoire. Donc souvent on explique aux médecins ou à la famille, cet enfant, nous souhaitons le voir après 3 mois de recul, parce que c'est le bon moment pour décider s'il faut faire plus, mais au début, ce qu'on va faire, c'est éventuellement la kinésithérapie pour qu'il ne mette pas ses articulations en mauvaise position, et des anti-inflammatoires à bonne dose, à des doses qui sont des doses rhumatologiques, qui sont plus fortes que celles du dictionnaire Vidal. Souvent on doit écrire sur nos ordonnances, je dis bien, répondre au coup de fil des pharmaciens. Beaucoup de pharmaciens me disent encore, non, ce médicament, ce n'est pas chez l'enfant, ou pas à cet âge, ou pas à cette dose. C'est faux. Et donc on les encourage, si vous avez un pharmacien en face de vous qui vous dit ça, dites regardez sur internet, regardez PNDS, c'est-à-dire Plan National de Diagnostic et de Soins Arthrite Juvénile, vous tomberez sur le site de la Haute Autorité de Santé. Il y a les médicaments qu'on peut prescrire, il y a les doses qu'on peut prescrire et qui sont recommandées par les experts, donc faites confiance à la prescription qui est devant vous. Voilà, et puis on est quand même aidé par d'autres antalgiques, en reconnaissant cependant que les antalgiques qui n'ont pas l'action anti-inflammatoire marchent moins bien que les anti-inflammatoires, même la morphine. Et tout ce qui est prise en charge fonctionnelle qui est extrêmement important. J'ai cité la kinésithérapie, la balnéothérapie. Vous aurez une intervention sur la douleur. On parlera aussi d'autres techniques comme le TENS, etc. Donc cette prise en charge doit être quand même très globale. Et quand on a une arthrite qui s'installe dans la durée et qui touche trop d'articulations ou qui touche des articulations difficiles à traiter ou fonctionnellement à problème, on va là penser à un traitement de fond. Et le plus classique reste encore aujourd'hui ce vieux traitement qu'on appelle le méthotrexate, qu'on prend 1 fois par semaine à des doses que j'ai définies ici, soit par la bouche, soit en injection sous-cutanée. On peut y associer, bien qu'on n'ait pas prouvé que ce soit très utile, l'antidote, l'acide folique ou l'acide folinique 24 heures après. Et on doit surveiller la biologie. Parfois, il y a des petites perturbations du bilan du foie ou de la numération qui imposent de modérer l'utilisation de ce traitement. Ce traitement marche lentement. Il lui faut 1 mois pour commencer à agir, 3 mois pour être pleinement actif. Donc souvent, au début, on peut être amené à donner un peu de corticoïdes pour passer le premier cap des premières semaines douloureuses avant d'essayer d'arrêter les corticoïdes. Et ça n'empêche pas de mettre en place autour toutes les mesures dont on a parlé, kiné, ergo, mesures vis-à-vis de l'école, au besoin MDPH, etc. Alors, à côté de cette situation la plus fréquente des oligoarthrites du petit enfant ou des polyarthrites du jeune enfant, on a ce domaine des spondylarthropathies où finalement, là, les poussées sont souvent très très douloureuses et on a souvent du mal à trouver quel est le meilleur anti-inflammatoire. Donc parfois on a de la chance, le premier anti-inflammatoire qu'on prescrit sera celui qui va bien marcher chez ce patient. Parfois, il faut passer par 2 ou 3 familles pour trouver la famille qui marche le mieux. Parfois, l'ibuprofène ne marchera pas bien, le naproxène marchera mieux. Si ce n'est pas naproxène, c'est l'indométhacine ou le diclofénac. Donc on a parfois besoin de passer par différentes familles avant de trouver celui qui marche le mieux. Et quand ça ne suffit pas, eh bien on peut être amené à faire assez rapidement un grand saut et à passer au biologique. Parce que les médicaments intermédiaires comme le méthotrexate ou d'autres marchent souvent un peu modérément dans les spondylarthrites un peu cognées. Pour apprécier la gravité, on s'aide aussi de plus en plus quand même de l'imagerie, dont l'IRM, pour voir si une inflammation marquée qui nous amène à faire le pas un peu plus vite, d'aller vers un biologique. Le psoriasis, je passe rapidement parce que la plupart sont soit des tableaux d'oligoarthrite, comme je vous ai dit au début, soit des tableaux de spondylarthrite, et le psoriasis ne modifie pas tant que ça la symptomatologie. Simplement, sachez que chez l'adulte, il y a des essais en cours intéressants avec un anti-IL-17, une nouvelle molécule, le secukinumab, qui va sûrement venir à l'essai chez les quelques enfants qui ont une arthrite associée au psoriasis qui ne répond pas bien au traitement que nous avons actuellement. Alors ces traitements classiques, je parlerai plus tard de la maladie de Steele, de la forme systémique, ils ont leurs limites, vous les connaissez. Ils peuvent être mal tolérés, et en particulier le méthotrexate est un traitement qui, curieusement, est d'autant plus mal toléré qu'on le poursuit longtemps. Et beaucoup d'enfants qui au début le tolèrent relativement bien, au bout d'un moment, une sorte de dégoût du médicament, se font vomir même avant de le prendre. Parfois, le fait de passer en injection ne résout pas complètement le problème. Donc, il nous pose quelques problèmes, plus chez l'enfant que chez l'adulte de ce côté-là, plus quelques vraies intolérances hépatiques, ou exceptionnellement des enfants qui se mettent à tousser. Et comme il y a quelques histoires très rares de maladies du poumon sous méthotrexate, on est obligé de l'interrompre à ce moment-là. Et puis surtout, contrairement à ce qu'on écrivait dans le temps, souvent nous trouvons que ce méthotrexate ne marche pas assez bien chez une assez forte proportion d'enfants parce que nous sommes devenus plus exigeants aujourd'hui. Dans le temps, à l'époque de Madame Prieur, il n'y avait pas grand-chose d'autre à offrir à part méthotrexate, anti-inflammatoire et corticoïdes. Donc quand un enfant était passé de 12 ou 15 articulations inflammatoires à 2 articulations inflammatoires et
et des douleurs avec un débrayage matinal de 20 minutes au lieu de 2 heures, on disait bon ben c'est un bon résultat, on s'en tient à ça. Aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, on n'y arrive pas toujours malheureusement, mais ce qu'on vise quand même chez un patient qu'on prend en charge, c'est d'essayer d'obtenir une maladie inactive ou le plus proche possible de la maladie inactive. Et quand on a cet objectif-là, on a un peu plus de patients chez qui le méthotrexate ne suffit pas à l'obtenir et chez lesquels on va envisager de passer à un traitement différent. Quant aux corticoïdes, ils sont malheureusement toxiques chez l'enfant, donc on peut les utiliser sur une courte durée, mais sur le long terme, le retentissement sur la croissance, sur l'os, fait qu'on ne souhaite pas les poursuivre. Je passe rapidement sur d'autres médicaments. Il y en a un qui nous dépanne parfois, l'eflunomide ou Arava, qui a à peu près la même puissance que le méthotrexate, qui se prend par la bouche tous les jours. Il y a une étude qui a été faite chez l'enfant, une bonne étude. Donc parfois on l'utilise en relais du méthotrexate quand le méthotrexate n'est pas bien supporté et que la maladie n'est pas trop cognée. Il pose quelques soucis pour les jeunes filles parce qu'il faut l'arrêter assez longtemps avant une grossesse. Mais bon, globalement, ça peut être aussi une aide. Alors ce qu'on vise, comme je vous disais aujourd'hui, et de plus en plus il y a un effort international pour définir l'objectif, c'est une maladie inactive. Et ensuite, ce qu'on appelle une rémission complète, c'est-à-dire une maladie qui reste inactive pendant plus de 6 mois. Et on espère encore plus longtemps. Donc il y a des critères qui ne sont pas très originaux. Il faut qu'il n'y ait pas d'arthrite, il faut qu'il n'y ait pas de fièvre ou d'autres signes systémiques, il faut qu'il n'y ait pas d'uvéite active, il faut qu'il n'y ait pas d'inflammation sur la prise de sang, et que le médecin, dans sa évaluation globale, donne un score à moins de 10 sur 100 pour l'activité de la maladie. Et si ça persiste assez longtemps, on va parler de rémission complète, avec ou sans traitement. Mais de plus en plus, c'est aussi un effort pour impliquer le patient lui-même et ses parents dans l'évaluation de ce qu'est une maladie inactive. Et notamment, il y a ce score qu'on appelle le JADAS, qui est très proche d'un score qu'utilisent les rhumatologues d'adultes, qui s'appelle le DAS dans la polyarthrite rhumatoïde. Et là, on intègre, je dirais, en plus, l'évaluation par les parents ou par le patient d'activité de la maladie. Donc là, on va retenir 4 items, et un quart des points viendra de cette évaluation pour le patient et ses parents. Et en fonction du score, on pourra définir qu'on a une maladie qui est très active, modérément active ou inactive. Ce score est non seulement intéressant à l'échelle d'une population qu'on traite, mais aussi pour un patient donné. Chaque patient est son propre témoin. On voit comment ce score évolue chez un même patient sous traitement. Donc on devra à l'avenir l'utiliser de plus en plus. Et puis à côté de ces scores pour l'activité de la maladie, dans nos traitements, on se base sur des scores qui jugent son retentissement, notamment son retentissement fonctionnel. On va pour beaucoup d'entre vous faire remplir des petits questionnaires, des CHAQ, Childhood Health Assessment Questionnaire, où on doit répondre à des questions pour voir comment l'enfant est gêné ou n'est pas trop gêné, comment il a mal ou pas trop mal. Il y a un score plus sophistiqué qu'on teste, qu'on vous donne parfois, qui s'appelle le JAMAR, où on évalue aussi la façon dont les traitements sont vécus. Donc il y a un effort aussi pour prendre en compte ces aspects-là, pour traiter de la façon la plus appropriée, la plus acceptable possible chaque patient. Alors une fois qu'on a fait tout ça, si on a bien évalué l'activité de la maladie et si on estime que les traitements classiques ne suffisent pas, c'est là qu'on peut vraiment, dans des conditions correctes, se poser la question d'introduire une biothérapie, donc un traitement, je dirais, de 3e ligne. Il faut avoir fait le bilan des fragilités de chaque enfant, parce que lorsqu'on a un problème infectieux, il faut s'en occuper, parce que tous ces traitements, mais ça c'est déjà vrai pour le méthotrexate, majore le risque d'infection. Donc ça peut être depuis l'abcès dentaire jusqu'à la tuberculose, des fragilités d'organes. Si on a un foie fragile, on va faire attention au méthotrexate. Les rares enfants que j'ai avec une hépatite B, on fait un petit peu attention. Fragilité familiale et sociale pour le suivi avec des traitements qu'il faut prendre par la bouche. Et il faut bien avoir, là-dessus, on a une discussion très régulière avec des gens que cela angoisse, mais il faut bien avoir une grande rigueur sur la prévention vaccinale des infections qu'on peut prévenir. Donc nous insistons beaucoup sur le fait d'être vacciné contre la grippe dès octobre-novembre, sur le fait d'être vacciné contre le pneumocoque, etc. On essaye de mettre en place, ça va se mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique, comme l'ont fait d'autres collègues sur d'autres hôpitaux. Et puis on essaie de proposer à nos familles que les enfants qui sont sous biologique soient dans des grands registres, dans des cohortes de suivi. Nous participons à PharmaChild, qui est une cohorte européenne qui a déjà plus de 7000 patients, pour qu'on puisse aussi être informé un petit peu en temps réel s'il y a des événements indésirables un peu inattendus auxquels il faudrait qu'on soit plus attentif. C'est une sorte de pharmacovigilance sur le long terme. Et une cohorte francophone très intéressante, la GIR cohorte, à laquelle participent beaucoup de collègues, et on espère faire le lien entre ces deux cohortes. Alors, dans les arthrites juvéniles non maladiciques, non formes systémiques, dans ces polyarthrites sans fièvre de l'enfant, au fond, on donne des biothérapies qui sont très proches de ce qui a été développé dans la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte. Et au début, ces biothérapies étaient testées chez tous les enfants qui avaient une polyarthrite, quelle que soit la forme d'arthrite juvénile. Aujourd'hui, on a plutôt focalisé, et l'Europe encourage à ne pas traiter de la même façon une spondylarthrite, une maladie de style ou une oligoarthrite étendue de l'enfant. Il faut vraiment savoir ce qu'on traite. Et ensuite, il y a des tests séparés, ça on parlera cet après-midi, pour les uvéites associées à l'arthrite juvénile qui se sont développés récemment. Donc on essaie de traiter plus type de maladie par type de maladie. Et le schéma général de ces essais, je vous le mets avec ce tout premier essai de biothérapie chez l'enfant qui avait été publié en 2000, vous voyez, ça fait déjà 16 ans, par nos amis américains, qui est avec l'étanercept,
qui est donc le récepteur soluble du TNF-alpha, un antagoniste du TNF-alpha. La plupart de ces essais suivent ce schéma, c'est-à-dire quand vos enfants participent à un essai, eh bien, on sélectionne les patients qui méritent d'avoir l'essai, qui sont en maladie active, on leur donne le traitement à tous. Après quelques mois, on ne garde que les répondeurs, ceux qui n'ont pas répondu, on n'insiste pas, et ceux qui ont répondu, et fait un tirage au sort en double insu. Certains, mais on ne sait pas qui, va continuer le traitement, d'autres vont se faire un placebo, et dès qu'on commence à rechuter, mais sans revenir à la gravité du départ, on va à ce moment-là pouvoir être retraité et entrer dans une phase d'extension qui n'apparaît pas ici. On va suivre au long cours la tolérance et l'efficacité de ce traitement. Alors ça vous montre un petit peu quand on a un traitement comme l'étanercept, comme l'Ambrelle, on a ce type de courbe. Il y a des forts taux de réponse, et puis quand on arrête la courbe en vert, le traitement chez certains patients, le placebo les rechute, mais dès qu'on les retraite, ils répondent de nouveau. Et donc là, c'est le type de données suffisamment démonstratives pour qu'au niveau des autorités de santé, on puisse donner une autorisation à ce type de traitement. Alors le même type d'essai a été fait avec plusieurs molécules, avec l'adalimumab, l'Humira, qui a bien marché aussi, un peu mieux qu'on associe du méthotrexate. Et alors là, on aborde un autre problème, c'est que certains médicaments peuvent être exposés au risque qu'on fabrique des anticorps contre ce médicament avec le temps. Et c'est le cas pour les anticorps anti-TNF, comme le Remicade ou l'Humira. Si vous le donnez au long cours, et surtout si on commence à diminuer les doses, on peut avoir un équilibre négatif qui se fait, où le patient fabrique des anticorps contre son médicament, et le médicament va perdre petit à petit son efficacité. Pour éviter ça, le fait de donner un petit peu de méthotrexate ou un autre immunosuppresseur limite grandement ce risque. C'est peut-être un des facteurs, en plus de la synergie, qui explique que dans cette étude, le fait d'avoir méthotrexate en plus fait que ça marchait beaucoup mieux. Et puis l'abatacept, qui donc agit sur un mécanisme un peu différent, qui est que les lymphocytes T, pour s'activer, ont besoin de voir l'antigène, aussi la signal qu'on appelle de co-stimulation, et on a un mécanisme naturel qui passe par une molécule qui s'appelle CTLA4 qui régule ça, et donc là on apporte d'une certaine façon la molécule utile pour réguler ce signal. Et donc, il y a eu des essais internationaux concluants pour la voie intraveineuse et des essais en cours pour la voie sous-cutanée. Donc, ces trois molécules, étanercept, adalimumab, abatacept, ont eu assez rapidement des autorisations de mise sur le marché dans ces polyarthrites non systémiques de l'enfant, auxquelles s'est ajoutée une quatrième molécule depuis peu, qui est le tocilizumab, le Roactemra, un anti-interleukine 6, qui se fait pour le moment en perfusion, mais là aussi il y a des essais en cours avec la voie sous-cutanée, et qui a montré son efficacité, qui a aussi montré que là, on a bien étudié la dose utile, qu'il fallait des doses un peu plus élevées chez l'enfant de petit poids par rapport à l'enfant de plus haut poids. Et ça, c'est un point qu'on essaie de retravailler maintenant sur toutes nos biothérapies. Bien souvent, on se rend compte que l'enfant de petit poids, l'enfant de moins de 30 kg, quand on raisonne en milligrammes par kilo, eh bien, les doses qu'on donne sont souvent un peu faibles. Pour que ce soit efficace, il faut souvent monter la dose. Et dans cet essai, c'était assez clair. On voit ici en vert, le plus à droite pour vous sur votre écran, les courbes des patients de plus de 30 kg, et on voit en bleu clair et en bleu foncé les courbes de réponse des enfants de moins de 30 kg. Et ceux qui étaient dans le bleu clair avaient reçu une dose un peu plus forte, ils avaient reçu 10 mg kg, alors que ceux en bleu foncé avaient reçu 8 mg kg comme les grands. Eh bien, c'est un peu mieux d'être en bleu clair, c'est un peu mieux d'avoir 10 mg kg pour avoir surtout des très bonnes réponses, des réponses au niveau 70, qui sont des excellentes réponses. Là, on a plus de chance. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, 4 médicaments sont autorisés dans cette situation d'enfant qui a soit une oligoarthrite au départ, soit d'emblée une polyarthrite et qui a de toute façon un développement polyarticulaire. Si on a du mal à contrôler sa maladie sous méthotrexate, on peut le mettre sous étanercept, donc Ambrelle, adalimumab, donc Humira, sous tocilizumab par voie IV pour le moment, on espère avoir sous-cutané par la suite, le Roactemra. Et en cas déjà avec une première biothérapie, on peut avoir l'abatacept en deuxième biothérapie par voie intraveineuse, sachant que quand il sera disponible par voie sous-cutanée, on pourra sans doute aussi utiliser l'abatacept en première biothérapie. Donc ça, c'est rapidement ce qu'on a actuellement. Et alors, il y a des études récentes dans ces arthrites juvéniles qu'on a étudié ce qui se passait chez les enfants entre 2 et 4 ans, et ça se passe comme chez les plus grands. Donc aujourd'hui, il y a des AMM pour ces enfants, et il y a même là des études qui se développent pour les enfants de moins de 2 ans maintenant. C'est plus difficile dans ces études internationales de trouver des patients à recruter, c'est pas si fréquent qu'on ait besoin d'une biothérapie avant 2 ans, mais ça arrive. Et puis il y a d'autres anti-TNF qui sont testés. Le golimumab, c'est une énorme déception parce qu'il y a un essai qui a été mené, mais le design a été mal fait. L'essai a été interrompu, n'est pas poursuivi, il n'y a pas de développement prévu pour ce médicament par voie sous-cutanée, alors même qu'il semblait marcher dans l'arthrite juvénile, c'est un autre anticorps anti-TNF. Le certolizumab Pegol Cimzia, que les adultes utilisent pas mal, est en développement, mais je ne sais pas où ils en sont dans leurs essais internationaux, la France n'y participe pas. Et puis il y a donc les médicaments qu'on connaît déjà, mais qu'on recycle par voie sous-cutanée, ce qui sera plus confortable pour le patient, avec des essais en cours pour l'abatacept et le tocilizumab. Donc ça, c'est le développement en cours dans ces arthrites juvéniles non systémiques, non spondylarthrites, mais d'évolution polyarticulaire. Et pour les uveites, on verra cet après-midi. Mais ce que vous verrez, c'est qu'il y a un développement important avec les anticorps anti-TNF-alpha, notamment l'adalimumab. On en parlera des premiers résultats encourageants des essais français et anglais. Et puis d'autres molécules qui semblent avoir un effet intéressant aussi lorsqu'on regarde les registres, mais qui sont des données plus fragiles.
Alors si je change de chapitre et je passe à la maladie de style de l'enfant, cette maladie encore très mystérieuse qui en plus de l'arthrite donne ces grands pics de fièvre, surtout au début de la maladie, parfois c'est rage cutanée, parfois de la péricardite, et des fois certains enfants peuvent à l'occasion d'une infection notamment faire une sorte de grand emballement du système immunitaire qu'on appelle un syndrome d'activation macrophagique. Dans ces tableaux-là, on sait que quelques patients peuvent avoir une seule poussée de la maladie et ne feront plus rien. Et on pense que c'est probablement plutôt 10-15% des patients que 40%. Mais la plupart des patients vont avoir une maladie chronique qui est encore plus agressive sur le versant articulaire que les autres maladies, et en moyenne, et qui pose de surcroît le problème de cette inflammation systémique qui gêne la croissance et qui fatigue l'enfant. Et donc il faut arriver à repérer assez tôt les 85% à mon avis des enfants qui ne feront pas une forme monocyclique pour que ceux-ci, on puisse leur proposer assez tôt un traitement assez fort pour mettre la maladie au repos avant qu'elle ait diffusé à plein d'articulations et qu'elle soit plus dure à traiter. Donc là aussi on utilise d'abord les anti-inflammatoires, notamment l'indométacine, de moins en moins l'aspirine qui est un peu plus toxique, plutôt les anti-inflammatoires. Parfois on a besoin de mettre des corticoïdes rapidement, surtout s'il y a cette activation macrophagique qui s'est installée, mais la tendance est de plus en plus à essayer de repérer tôt les enfants qui ont besoin d'un autre traitement, et aujourd'hui les recommandations sont de ne pas attendre plus de 3 mois pour se poser la question, 3 mois de maladie, pour se poser la question d'une biothérapie, si l'enfant a à l'évidence une maladie qui reste active, s'il a eu des corticoïdes, si elle reste dépendante de corticoïdes, à ce moment-là, on sait qu'il ne faut pas trop traîner pour commencer un traitement expérimental, enfin un traitement encore expérimental pour certains, mais en tout cas avec beaucoup plus de données encourageantes que les vieux traitements, donc un anti-L1 ou un anti-L6. Alors, nous avions fait une étude en France où nous n'avions traité que les enfants qui avaient au moins 6 mois de maladie, au moins 3 mois de corticoïdes, et qui avaient une maladie qui restait active avec une corticodépendance à des doses problématiques. Et donc, en prenant ces patients qui avaient déjà une maladie assez évoluée, nous avons voulu comparer ce que faisait un anti-L1 qu'on appelle l'anakinra, le Kineret, avec des injections sous-cutanées quotidiennes par rapport à un placebo. Et ce qu'on avait vu, c'est que ça avait marché, il y avait plus de réponses 8 sur 12 versus 1 sur 12 sous anakinra que sous placebo, mais des rechutes ensuite quand on baissait les corticoïdes chez ces enfants, qu'on avait peut-être traité à un stade un peu tardif, et surtout avec des doses d'anakinra qui étaient peut-être un peu faibles pour les petits poids. Donc la pharmacocinétique, ce que j'ai mis en dernier, nous a un petit peu enseigné ça. Et finalement, on avait une proportion de patients, mais pas énorme, 6 sur 24, 6 sur les 22 qui ont vraiment continué l'anakinra, qui se mettaient en rémission complète prolongée, qui avaient pu arrêter tout autre traitement au bout d'un an. Donc une proportion de patients répond très bien à ce traitement, même à un stade tardif de la maladie, mais une proportion de patients ne répond que partiellement ou ne répond pas. Alors à côté de ça, le même médicament a été utilisé par des collègues hollandais, mais beaucoup plus tôt dans la maladie. Eux, ils ont pris des enfants qui avaient une maladie qui n'évoluait que depuis 3 semaines à quelques mois, qui n'avaient jamais eu de corticoïdes. Et là, les résultats sont bien meilleurs, puisqu'ils avaient, en gros, sur 20 enfants traités, 18 qui avaient plus de fièvre au 3e jour, donc qui avaient répondu très fort et très vite, et 15 étaient déjà améliorés d'au moins 90% à 3 mois. Donc vraiment des excellents taux de réponse. Et de façon intéressante, après un an, 13 n'avaient plus de signes de la maladie et 11 de ces 13 avaient même arrêté le traitement. Alors ensuite, il y a eu quelques petites rechutes, mais on arrive quand même à 2 ans et même à 3 ans à 8 patients sur 20 qui ont eu 6 mois d'anakinra puis qui n'ont plus rien eu, et qui ont une maladie inactive. Alors soit on se dit, ces 8 patients sur 20, c'est parce qu'il y a peut-être jusqu'à 40% des patients qui font une forme monocyclique, ils auraient de toute façon pas développé une maladie chronique, soit on se dit qu'on a peut-être même modifié un peu le cours évolutif de la maladie en traitant les patients très tôt. Il y avait peut-être ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité pour traiter tôt et fort. Ça demande à être prouvé, on a beaucoup de mal à mettre en place une étude internationale qui répondra à ces questions, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que c'est beaucoup plus facile de contrôler la maladie lorsqu'on la traite à un stade pas trop tardif, avant qu'il y ait plein d'arthrites des petites articulations des doigts, que si on la traite à un stade beaucoup plus tardif. Néanmoins, tous ne répondent pas. Il y avait malheureusement dans cette étude un enfant qui avait fait des complications pas possibles de la maladie après n'avoir répondu à aucun traitement et qui est décédé. Il y a toujours par-ci par-là un enfant, 2 enfants qui sont beaucoup plus difficiles à traiter, même si heureusement, même ces enfants-là n'ont pas forcément l'évolution dramatique de ce petit Hollandais. Et puis l'autre anti-L1 que nous avons, qui a un programme de développement extrêmement important, c'est le canakinumab, Ilaris. Il y a eu un grand essai international publié fin 2012, dont vous voyez ici à quel point il marche mieux que le placebo lorsqu'on le donne comparativement à un placebo, que ce soit dès le 15e jour, en fait il marche en moins de 24 heures, il commence à agir et puis il agit un plus fort derrière. Alors il faut dire que dans cet essai, c'était des enfants qui avaient de la fièvre au moment où ils étaient inclus, donc des formes très explosives, et là ça marche très vite et très fort en général. Il se peut que sur des enfants qui ont une maladie beaucoup plus prolongée, beaucoup plus d'arthrite et moins de fièvre, l'efficacité soit un peu moindre, et que là on ait peut-être un peu plus d'efficacité d'une autre famille de médicaments, qui sont donc les anti-L6. Alors bon, ce médicament a une AMM, une autorisation de mise sur le marché, parce qu'on voyait aussi qu'ensuite, après 3 à 8 mois de traitement, quand on l'arrêtait dans un groupe, avec placebo, on rechutait, alors que le contenu de canakinumab, on rechutait très peu, donc ça semblait marcher, donc on peut aussi baisser les corticoïdes sous ce traitement, etc.
Mais en compétiteur de ce traitement revient ce fameux tocilizumab, cet anti-L6, qui est plus contraignant parce qu'il faut donner par voie intraveineuse pour le moment, toutes les 2 semaines dans cette maladie, alors que c'est toutes les 4 semaines dans le forme systémique, mais qui donne aussi d'excellents résultats. Et les résultats que je vous montre là pour le tocilizumab sont dans une population d'enfants un peu différente. Des enfants qui avaient déjà 5-6 ans de maladie en moyenne, plutôt 20 articulations que 10 articulations touchées, donc des formes plus polyarticulaires. Ce qui fait que globalement, beaucoup de gens considèrent que chez un enfant avec cette maladie, qui est à la phase encore précoce de la maladie, pas trop d'arthrite, on va un peu privilégier les anti-interleukines. Chez un enfant qui a une phase très très tardive, de nombreuses années de maladie, des arthrites très diffuses, on va un peu privilégier le tocilizumab. C'est pas toujours vrai, ça c'est vrai probablement en proportion à l'échelle d'une population, mais pas toujours. Et ce que je voulais dire pour finir un peu, je crois, sur cette maladie, c'est que même si elle est des plus difficiles à traiter, on fait des progrès, on arrive à voir les enfants de plus en plus vite, à les traiter dans des délais de moins en moins longs. Et lorsque nous prenons la série de Necker sur les toutes dernières années, sur un peu plus de 70 enfants, on voit que la chance d'avoir une maladie inactive avec une première biothérapie est relativement élevée. Vous voyez que au fond, on arrive à avoir avec les anti-L1 26 sur 51 pour l'anakinra, 7 sur 10 pour le canakinumab, une forte proportion d'enfants qui se mettent en maladie inactive, alors sous anti-TNF, lorsqu'on essaie de donner à cette maladie-là de l'Ambrel ou de l'Humira, ça marche pas bien. Il y a des réponses, mais pas des maladies inactives ou exceptionnellement. Et en 2e ou 3e ligne, ou même 4e ligne, des médicaments aussi puissants que le canakinumab ou le tocilizumab, donc les anti-L1 ou les anti-L6 les plus puissants, semblent encore pouvoir obtenir des rémissions complètes des maladies inactives chez une proportion d'enfants non négligeable. Donc au total, on avait quand même une majorité de ces enfants qui se mettent en maladie inactive, et parmi les autres, beaucoup, heureusement, une maladie faiblement active, même si ce n'est pas parfait. Mais comme toujours, il reste des patients difficiles à traiter. Et alors, juste derrière, la question, et ce sera un peu vraiment le focus de la fin de mon exposé, c'est que traiter, c'est bien, obtenir une maladie inactive, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient le traitement aussi fort ou est-ce qu'on commence à le diminuer? Et là, il n'y a aucune règle très claire. Pour le tocilizumab, il y a eu un effort de nos collègues de se dire, des patients qui avaient 2 ans de maladie inactive, on a commencé à espacer les injections, on est passé pendant 3 mois toutes les 3 semaines, pendant 3 mois toutes les 4 semaines, puis on a arrêté. Et en faisant ça, ils ont eu 25% des patients qui n'ont pas rechuté par la suite. 25%, c'est peut-être pas beaucoup, mais parmi une population de patients très sévère, qui avaient déjà 6 ans de maladie au début du traitement, 20 articulations touchées en moyenne, etc. Donc c'est quand même un point pas inintéressant, et les autres, lorsqu'on les a retraités, ont répondu à la reprise du traitement. Donc en effet, ces médicaments anti-L1 et tocilizumab ont un effet rapide, des taux de réponse élevés, mais il y a des patients mauvais répondeurs ou non répondeurs, encore aujourd'hui, donc il y a encore un effort à faire pour trouver des traitements meilleurs, des recherches de doses chez les petits-enfants. Il y a des événements indésirables graves infectieux, surtout lorsqu'on associe les corticoïdes à ces biothérapies. Ça, tous les registres nous le disent, les biothérapies seules, assez peu d'événements infectieux graves. Il y en a quand même de temps en temps, il faut être vigilant. Biothérapie plus corticoïdes, beaucoup plus de risques que l'enfant fasse une infection, être particulièrement vigilant. Et puis, il y a des complications propres à la maladie qu'on n'élimine pas forcément avec ces traitements. Sous traitement, on voit des patients qui continuent à faire cette fameuse activation macrophagique. Et malheureusement, quelques patients qui ont été pris en charge très tardivement avec une maladie qui a été pendant des années très fébrile, inflammatoire, qui font des lésions vasculaires et qui ont un risque d'une complication qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui peut être grave et qui nous préoccupe beaucoup, qui concerne très très peu de patients, mais celle-là, on ne l'élimine pas complètement en donnant ces anti-L1 ou ces anti-L6, ainsi les lésions vasculaires se sont un petit peu installées. Donc c'est quand même des enfants qu'il faut continuer à suivre sur le long terme pour ceux qui ont eu pendant des années de la fièvre et une maladie très très active. Alors il y a des essais en cours avec les voies sous-cutanées, comme je vous le disais, pour le tocilizumab. Il y a des AMM qui existent déjà pour le tocilizumab et pour le canakinumab, mais le canakinumab n'est pas encore remboursé parce qu'il est cher. On utilise un petit peu hors AMM l'anakinra aussi avec les yeux fermés de la Sécu parce que ça ne coûte pas trop cher. Et donc on espère aussi avoir à terme des résultats d'études de décroissance thérapeutique. C'est en cours pour le canakinumab, il y a un grand essai en cours dans lequel de façon réglée on compare le fait que chez les enfants qui sont en maladie inactive, soit on espace les injections, soit on baisse la dose par injection pour voir la meilleure stratégie, puis on essaie d'arrêter le traitement au bout d'un certain temps. On essaie de trouver des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs sanguins qui vous diront chez cet enfant-là, ce jour-là, je peux me permettre d'arrêter le traitement, il ne va pas rechuter dans les 6 mois ou dans les 12 mois qui viennent. Chez d'autres, je ne peux pas me le permettre. Il y a des résultats préliminaires intéressants sous méthotrexate, où on sait maintenant que dans un labo allemand, ils arrivent à prédire un peu le risque de rechuter ou pas à l'arrêt de méthotrexate. À l'arrêt des biologiques, c'est encore un travail à faire. Et donc on a lancé un programme qui va pouvoir débuter, qui a été promu par le plus grand appel d'offres français, le PHRC national pour 2016, avec Florence Villers, dans lequel on va proposer, alors on a choisi de le faire, nous, uniquement chez les patients qui n'ont pas de maladie de style, qui n'ont pas de spondylarthrite, qui n'ont pas de polyarthrite rhumatoïde avec facteur rhumatoïde, parce que ça a déjà été étudié chez l'adulte, mais de prendre toutes les oligoarthrites et polyarthrites sans facteur rhumatoïde. Et ceux-là, s'ils ont une biothérapie, mais sous biologique, ils sont en rémission complète, on leur proposera d'entrer dans cette étude qui est purement
je dirais, observationnelle, on ne va pas leur ajouter de traitement, mais on va leur proposer de comparer deux stratégies d'arrêt. Soit dès la maladie inactive présente, on essaie d'espacer les injections et d'arrêter au bout de 6 mois le traitement, soit on consolide 6 mois de plus et après seulement on espace les injections, on essaie d'arrêter le traitement. Et en fait, c'est un essai qu'on appelle de non-infériorité. Nous pensons qu'il est probablement possible d'être un peu plus incisif pour commencer à baisser les traitements une fois qu'on a répondu, surtout que maintenant nous traitons les enfants de plus en plus tôt, donc la maladie répond plus vite et de façon plus solide. Et ça aurait des incidences intéressantes, bien sûr, au niveau coût pour la société, contrainte pour le patient, risque infectieux. Donc c'est un peu le rationnel qu'on met en évidence ici. On a besoin de savoir comment arrêter ces traitements, et on a besoin aussi de réfléchir à la balance bénéfice-risque pour nos patients entre les traiter trop peu, certes, mais aussi les traiter trop, ce qu'on voudrait éviter pour ceux qui ont bien répondu. Voilà, donc il y a des données, comme je disais, sous méthotrexate qui nous encouragent à faire ce type d'essai. Sous méthotrexate, le fait de prolonger le traitement chez les patients qui avaient répondu ne faisait que décaler la rechute chez eux qui devaient de toute façon rechuter, ce que nous ont appris l'étude de biomarqueurs, comme ce biomarqueur MRP14, qui est finalement prédictif de rechute. Donc si le jour où vous décidiez d'entrer le patient dans l'étude, il y avait un MRP14 bas, vous pouviez arrêter le méthotrexate, il n'allait pas rechuter dans l'année qui suivait. S'il avait un MRP14 élevé, le fait de continuer le méthotrexate allait peut-être lui éviter de rechuter dans les 6 mois qui viennent, mais en arrêtant 6 mois plus tard, il allait rechuter à ce moment-là. Donc au fond, le plus important serait d'un jour de détecter les patients qui ont une rémission de telle qualité qu'on peut arrêter le traitement de ceux qui auront besoin de toute façon de maintenir un petit fond de traitement au long cours, plus que de prolonger inutilement le traitement chez tout le monde pendant longtemps. Donc c'est ce qu'on voudrait un petit peu objectiver. Je passe rapidement sur les objectifs de cette étude, les hypothèses statistiques, et je vous ai déjà expliqué un petit peu. Alors après, effectivement, on va en même temps étudier ce fameux marqueur avec les Allemands, voir s'il est vraiment prédictif. On va étudier la tendance à faire des anticorps contre les médicaments. Et puis il y aura des questions de qualité de vie et médico-économique. Voilà. Donc je m'arrête là pour laisser un petit peu de temps à la discussion, et puis je vous remercie d'avoir été aussi concentré pendant cette intervention. Avez-vous des questions? Il y a un micro, hein, donc... Merci. Vous avez parlé de protocole avec placebo et probablement double aveugle. J'aimerais bien que vous reveniez sur les particularités ou les spécificités d'ordre éthique concernant donc les CPP, la mise en place de programmes de recherche concernant des enfants, particulièrement des enfants très jeunes. Comment ça se passe? Oui, c'est une question importante, je vous remercie. Alors nous avons d'ailleurs la chance d'avoir un équerre, un CPP pédiatrique, donc qui est très attentif à ça. Alors au fond, les conditions d'une recherche clinique et notamment de recherche thérapeutique chez l'enfant ne sont pas si différentes de celles de l'adulte. Comme vous savez, il y a plusieurs phases dans les essais. Il y a ce qu'on appelle une phase 1 qui ne concerne pas vos enfants qui sont des volontaires sains qui vont accepter de recevoir un traitement et de voir si à certaines doses il est toléré. Et ensuite, il y aura des phases 2 qui seront des recherches de doses ou bien certaines phases 2, on a déjà une dose efficace, mais on commence à l'étudier chez des petits effectifs, ce qu'on appelle le 2B, et les phases 3 qui sont typiquement les comparaisons contre placebo. Une fois qu'on se dit on connaît la bonne dose, on pense qu'on connaît la bonne dose, mais on doit prouver que le rapport entre l'efficacité et les points négatifs du traitement mérite de le développer, on le compare à un placebo, et on voit dans les deux groupes d'une part la différence d'efficacité, mais aussi la différence en termes de nombre d'événements indésirables. C'est sûr que même un traitement qui marcherait mieux qu'un placebo, mais qui donnerait tellement d'effets indésirables comparé au placebo que le bénéfice ne serait pas là pour le patient, ne serait pas un traitement qui mériterait d'être développé davantage. Alors, pour vos enfants, comment ça se passe? Le plus souvent, dans la plupart des maladies, il y a eu des études faites avec les mêmes médicaments chez les adultes avant. Donc nous avons déjà des données d'efficacité et de tolérance chez les adultes. Et nous avons une dose qui est extrapolée comme étant probablement la dose utile chez l'enfant, sur des calculs savants. Parfois pas si savant que ça, je trouve. Et on nous propose donc, à ce moment-là, souvent un essai de phase 2, dans lequel l'intérêt pour les patients, c'est qu'on va le proposer surtout à des patients qui sont un peu en impasse thérapeutique avec les traitements actuellement existants, et à qui on pourra par cette voie proposer un nouveau traitement ou une nouvelle voie d'administration d'un traitement existant. Avec comme inconvénient que ces phases 2 sont très contraignantes, elles imposent des visites très nombreuses, parce que souvent on va faire beaucoup de dosage pour vérifier que le médicament et à des concentrations dans le sang qui sont celles attendues et pas différentes en fonction de l'âge et du poids de l'enfant, avec la contrainte aussi que dans certaines phases 2, on n'est pas sûr de connaître d'emblée la bonne dose, donc on peut avoir différents groupes de doses. Votre enfant peut entrer avec une dose X, et puis si on voit que ça ne marche pas assez, on peut avoir un deuxième groupe avec une dose Y, et se rendre compte que c'est seulement la dose Y qui marchait bien, que la dose X on l'a donnée un peu pour rien, par exemple. Donc ces phases 2 ont ce côté de contrainte un peu plus lourd.
néanmoins, en contrepartie, si je peux dire, on est sûr de recevoir le traitement. On ne reçoit pas un placebo. Et alors après, ce qui pose beaucoup plus de problèmes aux patients, c'est aux familles, c'est qu'on leur dit vous allez entrer dans une étude de phase 3, où là encore on a le traitement, mais on n'est pas sûr qu'on va le donner à votre enfant, peut-être qu'il recevra un placebo. Alors, à mon sens, il faut que le design de l'étude soit éthique. Je dirais un peu cet après-midi les problèmes éthiques que me pose l'étude anglaise dans les UVites. Pour faire simple, ils ont tiré au sort, 2 tiers des patients recevaient le traitement, 1 tiers ne le recevait jamais. Ça, je trouve que c'est quand même, éthiquement, ça pose un problème. Donc la plupart des collègues s'accordent à dire qu'on peut avoir une phase contre placebo, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il faut que tous les patients qui acceptent de participer à l'étude se voient donner la chance de tester le traitement dont on espère qu'il va leur apporter un bénéfice à un moment ou à un autre. Alors il y a 2 grands schémas d'études. Il y en a où on tire au sort dès le premier jour, certains auront le placebo, d'autres le traitement actif. Et là, dès qu'on voit que ça ne va pas bien dans le groupe placebo, on doit voir des bascules dans le traitement actif ou leur donner un traitement de sauvetage. Et puis sinon, au bout d'un temps qui ne doit pas être trop long, 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, on doit pouvoir offrir le traitement actif à ceux qu'on dit dans le groupe placebo. Et puis il y a les designs, comme je vous ai montré, on donne le traitement à tout le monde, ça c'est éthiquement plus facile à accepter. Et puis ceux qui répondent, là on les randomise, mais le fait de passer sous placebo à ce moment-là n'est pas très grave, si je peux dire, parce que même si on a un début de rechute, on va vous retraiter dès le début de rechute. On ne va pas vous laisser revenir à l'état de pénibilité dans lequel vous étiez au moment où vous entriez dans l'étude. Donc c'est éthiquement un peu plus acceptable. Alors en pratique, effectivement, tous ces essais, soit ils sont institutionnels, comme le dernier résultat dont je vous ai parlé, ce sont des gens comme moi-même qui les ont écrits, qui les ont proposés aux autorités de santé, qui parfois ont négocié un partenariat avec l'industrie pour avoir un soutien financier, mais l'essai est complètement indépendant de l'industrie. Et on propose cet essai, il est promu par le ministère de la Santé ou par l'Europe, etc. Et il va se développer. Soit c'est un essai qui vient d'un industriel qui veut développer son médicament. L'industriel se rapproche d'experts, leur demande un peu leur avis, et ensuite propose son essai. Une fois qu'il le propose, soit on l'accepte, soit on le refuse. Nous avons la liberté, nous, de dire qu'on veut bien participer, on ne veut pas participer. Lorsqu'on veut bien participer, c'est qu'on pense qu'il y a un intérêt pour nos patients, et à ce moment-là, dans chaque pays, il y a une personne, alors ça peut être moi-même, ça peut être quelqu'un d'autre, qui va prendre en main le protocole, vérifier que les traductions françaises, documents d'information et de consentement sont bien faites, et soumettre au comité de protection des personnes, qui est une sorte de comité d'éthique, l'essai lui-même, et puis des documents d'information en fonction de l'âge de l'enfant. Il y aura des documents d'information pour les parents, pour les patients qui deviennent adultes en cours d'études, pour les grands ados, pour les enfants d'âge moyen, pour les petits-enfants. Il faut que ces documents soient clairs et compréhensibles en fonction de l'âge de l'enfant. Et ça, c'est ce que va regarder le comité d'éthique, le CPP. Il va regarder si les conditions de sécurité des personnes sont là, et il va regarder si les notes d'information sont assez complètes et adaptées à l'âge de celui qui les dit. C'est pas parfait parce que ces notes d'information sont souvent compliquées, anxiogènes, pour des raisons médico-légales, le labo veut se couvrir et veut vraiment pas qu'on l'accuse d'avoir mis quelque chose qui, même très rare, qui pourrait arriver chez un patient sur 1 million, mais d'avoir un procès aux États-Unis et devoir payer une fortune. Donc il met absolument tout dans les effets. Et ça peut des fois un peu paniquer les gens qui trouvent que finalement il y a tellement d'effets indésirables, mais c'est un peu comme si vous disiez la bêtise de l'aspirine, qu'ils vont se dire c'est pas possible, je ne veux pas donner ce traitement à mon enfant. Et là on a vraiment nous un rôle important en tant que spécialiste de dire écoutez, parmi les effets indésirables, il y en a certains qui sont des effets fréquents, qui sont des effets auxquels il faut être particulièrement attentif, il y en a d'autres qui sont vraiment des raretés. Bon, voilà, il faut arriver à avoir quand même une lecture un petit peu adaptée. Et ensuite, au-delà de ces 2 phases 3, il y a ce qu'on appelle la phase 4, qui est très importante, qui est encore pas assez bien faite, je trouve, qui est que même une fois qu'un médicament a prouvé qu'il marchait, et que sur quelques mois d'essai ou sur quelques années d'essai, la plupart de ces phases 3 durent quand même 3, 5, 8 ans avant que le médicament soit sur le marché, n'a pas eu d'effet indésirable embêtant. On a raisonné sur quelques centaines d'enfants, et donc il se peut qu'on ait manqué des événements indésirables rares, qu'on ne les ait pas vus. Et donc il y a ce qu'on appelle la phase 4 derrière, c'est que même une fois que le médicament est autorisé, même une fois qu'il est sur le marché, il est très très important que ces patients soient dans des cohortes de suivi, dans des registres qui nous permettent chez des dizaines de milliers de patients idéalement, c'est difficile chez l'enfant mais j'espère qu'on va y arriver, au niveau international, d'aller repérer les événements indésirables rares et d'en tenir compte. Et vous savez que historiquement, il y a des médicaments qui ont été développés, qui ont été retirés du marché chez l'adulte, parce qu'on s'est rendu compte tardivement que de façon rare mais grave, il y avait des effets indésirables qui n'étaient pas acceptables. Il fallait donc cesser leur développement. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc concrètement pour nous, ce sont des familles généralement que nous connaissons ou que nous réfèrent des collègues. On discute avec les parents, certains parents ne vont pas le souhaiter, ils vont avoir peur, certains ont peur surtout d'engager leur responsabilité en signant un document, parce qu'en fait il faut signer un consentement mutuel, le médecin et les parents, et chacun garde une copie disant qu'on est d'accord pour mettre l'enfant dans cet essai. Et les parents, quand l'idée de donner un consentement écrit, terrorisent. Et d'autres, la plupart des familles acceptent quand ils pensent que c'est pour le bénéfice de l'enfant qu'on met dans cet essai. Et après, il y a toutes les contraintes qu'il faut respecter. C'est-à-dire que, alors quand on signe, il y a aussi un point qui est très important, c'est qu'on n'est jamais les mains liées. On peut changer d'avis dans cet essai. Donc on peut accepter de participer à un essai, on peut décider au bout d'un certain temps qu'on ne veut plus y participer.
c'est le droit du patient ou de ses parents. Mais enfin, généralement, quand on signe, on part sur quelque chose qui est ensuite très réglé, des visites très réglées, des dates bien précises, donc certaines contraintes, qui forment un cadre un peu sécuritaire, je dirais, avec des bons côtés et des moins bons côtés. Et puis, alors ça c'est un peu accessoire, mais on participe aussi au progrès des connaissances, puisque malgré tout, chaque enfant qui est dans un essai permet de mieux comprendre comment ce médicament marche, comment il est toléré et comment il va marcher chez le petit copain ou la petite copine ensuite. Bon, c'est aussi un début, bien sûr, de ce développement. Sachez d'ailleurs qu'on a beaucoup d'essais en pédiatrie. Pourquoi? Parce que, et ça c'est vraiment très intelligent, aussi bien l'agence américaine, la FDA, et l'agence européenne, la EMA, on dit aux laboratoires pharmaceutiques, écoutez, vous développez des médicaments intéressants dans des maladies de l'adulte, où ces médicaments vont vous permettre de gagner de l'argent. Ces maladies existent, quand ces maladies existent aussi chez l'enfant, nous incitons fortement à développer un essai pédiatrique, même si ça ne vous fera gagner aucun argent, même si ça ne va concerner que très peu d'enfants. Si vous le faites, si vous faites un essai pédiatrique, vous aboutissez à des résultats, vous avez une formulation pédiatrique, nous vous offrons 6 à 12 mois d'exclusivité supplémentaire sur le médicament. Et 6 à 12 mois d'exclusivité supplémentaire, pour le laboratoire, c'est des milliards. Et donc les laboratoires sont très enclins, sauf s'il y a une raison de ne pas le faire chez l'enfant, dans un médicament qui reste fixé sur l'os chez un enfant en croissance, on ne va pas faire d'essai pédiatrique, mais si les médicaments de la polyarthrite rhumatoïde, on les a développés dans l'arthrite juvénile, non pas que le marché intéressait beaucoup les laboratoires, c'est un tout petit marché, mais ça leur permettrait d'avoir une extension pour la polyarthrite rhumatoïde de leur exclusivité. Donc il y a une sorte d'incitation financière qui fait que les laboratoires pharmaceutiques, outre le fait qu'il y a pu y avoir des gens très bien dans ce pharmaceutique qui veulent faire des choses pour les enfants, mais en plus une assistance financière à faire des choses chez les enfants, et donc ça nous permet d'avoir accès à ces médicaments pour nos patients. De temps en temps, nous avons des médicaments qui sont développés en même temps chez l'enfant et chez l'adulte, parce que la maladie est plus fréquente chez l'enfant. C'est rare, mais ça arrive. C'était un peu long, je m'excuse, mais c'est un sujet complexe. On aurait une autre année, on pourrait mettre les essais cliniques comme thématique de... Je voulais savoir qu'est-ce qui déterminait qu'on allait sous Lumira ou sous l'Ambrelle. Alors, l'étanercept, donc l'Ambrelle, reste l'anti-TNF le plus prescrit parce que c'est celui de présentation la plus ancienne, parce qu'il est un peu moins cher, et il nous semble, à nous, comme à d'autres collègues, que sur les atteintes articulaires assez sévères, en monothérapie, sans avoir forcément besoin d'y associer du méthotrexate, il marche un peu mieux que Lumira, et il y a moins de risques à long terme d'avoir des anticorps neutralisants qui font que l'Ambrelle va perdre son efficacité. Donc cet ensemble de raisons fait qu'on va souvent privilégier l'Ambrelle. Néanmoins, Lumira offre comme avantage d'avoir un spectre d'action plus large. Il marche sur les uvéites, là où l'Ambrelle ne marche pas. Il marche, ça c'est un peu accessoire, mais sur des maladies qui sont un peu des formes frontières des arthrites juvéniles, comme des granulomatoses ou des maladies de ce type. Et il ne se donne que toutes les 2 semaines en général. Par contre, il impose en général d'avoir un peu de méthotrexate en plus pour avoir sa pleine action et limiter ce risque d'anticorps secondaires anti-Lumira. Il est un peu plus cher. Et la formulation pédiatrique est encore un peu plus chère que la formulation adulte. Ouais, ma fille elle est sous Humira et Oui. sous méthotrexate. Oui, c'est pour oui, ça oui. que j'entendais l'Ambrelle, je me suis demandé s'il y avait un choix particulier. Alors, certains collègues, je le dirai un peu cet après-midi, considéreront que peut-être chez les enfants à haut risque d'uvéite, l'enfant qui commence son arthrite juvénile idiopathique très très jeune, qui a des anticorps antinucléaires élevés, ils vont privilégier l'Humira pour son action même préventive sur la survenue d'une uvéite, ce que n'a pas l'Ambrelle. Mais tous ne font pas ça. Et ça dépend un peu de la qualité du suivi qu'on peut avoir. Si on peut avoir un suivi ophtalmologique très régulier, on peut mettre l'Ambrelle à condition d'avoir vraiment une visite chez l'ophtalmologiste tous les 3 mois avec lampe à fente. Parce que si on détecte à temps cette uvéite, si on la traite à temps, ça se passera bien. Ce qui est plus difficile, c'est lorsqu'on la détecte à un stade tardif, où là, ça peut devenir plus compliqué à traiter. Et que ce soit l'Humira, parce que je suis plutôt. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Je suis plutôt basée sur l'Humira, mais il y a des effets à long terme ou pas? Alors, sur le versant positif, ce qui a été bien montré chez l'adulte, mais pas encore aussi solidement chez l'enfant, c'est que ces médicaments, quels qu'ils soient, mais ça a été le plus étudié pour l'Ambrelle et l'Humira, ont une action non seulement pour l'enfant sur la douleur, sur les arthrites qu'on voit, mais aussi une action structurale, c'est-à-dire qu'ils évitent, ça a surtout été bien montré dans le polyarthrite rhumatoïde, on abîme ses articulations. Il y a des essais qui ont bien montré qu'une femme avec polyarthrite rhumatoïde, qui est pourtant une des plus agressives des maladies, qui n'a que du méthotrexate, ça va freiner un peu, mais peut-être pas toujours dans les formes graves, le fait d'avoir des érosions articulaires supplémentaires qui apparaissent année après année, alors que sous anti-TNF plus méthotrexate, sous Humira plus méthotrexate par exemple, ce risque de voir de nouvelles lésions articulaires apparaître devient statistiquement nul, même si quelques personnes auront des nouvelles lésions qui apparaissent. Mais la plupart n'en auront pas, c'est ce que ça veut dire. Sur le versant négatif, on a un risque infectieux qui est d'autant plus élevé qu'on aura beaucoup de traitements associés, comme je vous le disais, qui cependant, plus on accumule les données, plus on voit que ce risque n'augmente pas avec le temps. C'est-à-dire que on n'a pas au bout de 10 ans de traitement un risque qui explose par rapport au fait d'avoir commencé le traitement seulement depuis 1 an.
mais ce risque infectieux existe, y compris pour des infections comme la tuberculose, donc il faut être vigilant. On a quelques patients, mais pas beaucoup qui font des réactions immunitaires variées, des atteintes de type sclérose en plaques qui régressent à l'arrêt du traitement qu'on ne comprend pas très bien, des colites inflammatoires, moins sous Humirax sous Ambrelle, mais ça peut se voir, des psoriasis un peu bizarres, donc ça on ne le comprend pas très bien, c'est exceptionnel mais on peut le voir. Et il y a chez l'adulte un petit excès de cancer, surtout des cancers cutanés non mélanomes. Ce risque de cancer semble corrélé aussi à l'activité de la maladie dans la polyarthrite rhumatoïde, et on sait que la polyarthrite rhumatoïde active en elle-même, par le biais de l'inflammation, crée un surrisque de cancer, indépendamment des traitements. Dans l'arthrite juvénile, les registres les meilleurs que nous avons n'ont pas montré d'augmentation du nombre de néoplasies avec l'introduction des biothérapies. Les dernières études que j'ai vues publiées sont, je dirais, très rassurantes sur le versant oncologique, mais les reculs qu'on a sont dans ces études de 8 ans, de 10 ans. Il faut suivre ces enfants plus longtemps. Enfin, on n'a pas de signal inquiétant, mais il faut les suivre plus longtemps. Et moi, ils avaient essayé d'arrêter le traitement, donc ça a duré 6 mois, puis ça n'a pas marché. Donc on a repris, et elle a bien répondu. Ouais, elle a bien répondu. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura d'autres essais ou en fin de compte, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, vous dites que quand c'est pris très tôt, ça a l'air de mieux marcher en fin de compte. Est-ce que il y a un risque sur ces jeunes enfants d'être toujours sous traitement en fin de compte tout le temps, quoi? Alors il y a 2 éléments. Il y a la maladie elle-même. Certaines maladies ne vont pratiquement jamais se mettre en rémission sans traitement, et c'est le cas notamment des polyarthrites rhumatoïdes, des polyarthrites avec facteur rhumatoïde. La chance qu'on ait pas polyarthrite avec facteur rhumatoïde, qu'on puisse un jour arrêter tout traitement, alors on est complètement inactive, est extrêmement faible. Néanmoins, ce qui a été montré chez l'adulte, c'est que la plupart de ces patients peuvent avoir une très forte réduction de l'intensité thérapeutique, avoir des injections 2 fois moins fréquentes, à des doses plus faibles, pas d'autres traitements en plus. Donc la plupart de ces patients arrivent à des situations où ils ont un traitement finalement beaucoup moins contraignant et une maladie qui reste bien contrôlée. Mais arrêter complètement le traitement dans une polyarthrite rhumatoïde, c'est beaucoup plus compliqué. Dans d'autres maladies, il y a le génie évolutif de la maladie elle-même. J'en ai parlé un peu pour la maladie de Steele, qui est une maladie dont on sait qu'elle a une tendance chez la moitié des patients à s'éteindre un jour, sans qu'on sache pourquoi et sans qu'on sache quand. Et pour d'autres maladies, comme les oligoarthrites étendues, je dirais qu'il y a un pourcentage variable en fonction de la forme, qui va de 30 à 70% des patients, là encore, chez qui la maladie un jour va complètement disparaître et ne pas revenir, mais on n'est pas capable de bien le prédire. D'où cet énorme travail pour trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, des marqueurs qui peuvent au moins vous dire que s'ils sont bas, on sait qu'on est au moins tranquille pour les 6 ou 12 mois qui viennent. Ce qui permettrait peut-être à terme de décider du meilleur moment pour arrêter un traitement quand ces biomarqueurs sont bas, et peut-être même de suivre ces biomarqueurs, et si on voit qu'ils remontaient, d'être un peu plus vigilant pour réintroduire le traitement à temps, et pas attendre qu'il y ait une rechute trop méchante. Ça, c'est vraiment un travail important, mais qui n'est pas encore tout à fait abouti. Monsieur derrière. Bon, je vous rappelle qu'on a 25 connexions à distance, donc il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on parle français un peu lentement. Donc parlez fort et pas trop vite. Oui, bonjour. J'aimerais savoir au sujet du canakinumab, les effets secondaires à long terme. Alors le canakinumab, Ilaris, c'est l'anti-interleukine 1 dont je vous ai parlé dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique, qui a en fait été développé chez l'enfant à partir de 2007 dans une autre maladie, puis de 2008 dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique, donc le recul est faible. Donc je ne peux pas beaucoup vous parler du long terme. Nous avons un peu plus de long terme pour l'anakinra, l'autre anti-IL1 que nous utilisons nous depuis 2003 et qui avait déjà été utilisé avant, depuis environ 8 ans, par les collègues d'adultes, qui avaient déjà traité environ 40 000 patients. C'est pas énorme, quand nous commencions à l'utiliser chez l'enfant en 2003. L'impression qu'on a avec les anti-interleukine 1, c'est qu'il y a encore moins de risques infectieux qu'avec les anti-TNF, mais le problème, c'est que souvent ces patients ont besoin de corticoïdes en plus. Et là, lorsqu'on arrive à l'association corticoïde-biothérapie, le risque infectieux n'est pas négligeable. Pour les autres risques, on a eu de temps en temps des hépatites qu'on n'a pas bien comprises sous ce type de traitement. Alors souvent, on a trouvé que c'était favorisé par un virus de passage, un virus du groupe herpès en général, un mononucléose, cytomégalovirus. Et quelques situations, on s'est demandé si ça ne pouvait pas, comme les anti-TNF, être associé à une inflammation du tube digestif. Donc nous ne savons pas très bien si c'était la maladie elle-même favorisée. En revanche, on n'a pas là non plus d'inquiétude, mais sur des petits effectifs à visée oncologique, et les anti-L1 sont même des traitements qu'utilisent les cancérologues en association à certaines chimiothérapies dans certains cancers. Ils ont un intérêt même pour traiter certaines formes de cancer.
Mais ça n'empêche pas que ces traitements comme d'autres mériteront un suivi à très long terme. Aujourd'hui, j'ai peu d'éléments pour vous répondre et il y a beaucoup moins de patients traités par canakinumab qu'il y en a par etanercept, Enbrel ou par adalimumab uniquement. Autre chose, le traitement, il peut aller, parce qu'il y a le canakinumab qui au début, c'est qui arrête, ensuite le canakinumab, il peut aller jusqu'au... En fait, on n'a pas vraiment de limite, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont des maladies génétiques qui auront le canakinumab ou équivalent à vie. C'est dans ces maladies-là qu'il a été développé en premier. Et donc nous, on a des enfants dont nous savons qu'ils l'auront à vie parce que c'est une maladie génétique qui ne va jamais s'éteindre. Dans le cas de la forme systémique d'arthrite idiopathique, il y a une chance sur deux que la maladie s'éteigne un jour, et puis il y a une forte chance, c'est ce qu'on est en train d'étudier, qu'elle se mette au moins partiellement au repos. Donc soit on pourra arrêter complètement le traitement, soit on espère qu'on pourra diminuer l'intensité de ce traitement. Mais c'est très difficile encore aujourd'hui chez un enfant donné de dire est-ce que cet enfant-là, je vais y arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On a encore du mal à le savoir. On n'a pas les marqueurs les plus solides à ce jour. La dernière question, c'est moi j'ai un psoriasis et mon papa aussi, et ma fille a des maladies d'Austin et je voulais savoir si c'était génétique. Alors, il y a des fragilités génétiques à développer des maladies inflammatoires qui peuvent expliquer que dans certaines familles, on aura une polyarthrite par-ci, une thyroïdite par-là, une arthrite juvénile par-ci. C'est vrai, mais ce ne sont pas autant qu'on connaisse des maladies monogéniques. Donc ce ne sont pas des maladies où il y a un gène fort qui fait qu'on a cette maladie et qui est transmis à ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Donc disons qu'il y a un petit sur-risque, mais qui n'est pas suffisant pour aboutir à des conseils génétiques ou des mesures particulières chez les enfants sains. Il y a eu une exception dans la maladie de la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique, où dans des familles du Golfe avec des mariages entre cousins, ils ont trouvé un gène, donc on n'est pas encore la cause, qui s'appelle LACC1, associé à certaines formes de cette maladie. Donc aujourd'hui, quand nous avons un enfant qui commence la maladie très jeune, de façon très agressive, à fortiori si les parents sont cousins ou de la même famille, on va rechercher ce gène. Ça ne changera pas grand-chose à la prise en charge, mais il se peut qu'il fasse partie des 1% des enfants avec cette maladie qui ont une cause génétique derrière forte. Mais ce n'est pas le cas, je pense, dans votre famille telle que vous la décrivez. Merci beaucoup. Encore une question, peut-être qu'après il faudra qu'on fasse la petite pause, ou 2 questions on va dire, et après on continuera. Il y a une dame et un monsieur au 4e rang. Bonjour. En début d'exposé, vous avez parlé du diagnostic et des similitudes entre la maladie de Crohn notamment et l'arthrite juvénile idiopathique, que les deux pouvaient se confondre. Qu'est-ce qui va permettre vraiment à un moment donné de dire non, effectivement, on exclut totalement la maladie de Crohn? Est-ce que les facteurs antinucléaires, justement, c'est quelque chose qui va permettre de dissocier les deux diagnostics? Alors, non. Alors c'est compliqué, hein. J'ai eu récemment une jeune fille qui avait développé une arthrite juvénile idiopathique toute petite, qui n'a jamais eu mal au ventre, qui n'a jamais perdu de poids jusqu'à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans, où elle a commencé à avoir mal au ventre et perdre du poids, et on a diagnostiqué une maladie de Crohn. Avant, elle avait pour nous une arthrite juvénile avec uvite, aucun symptôme digestif. Donc, et de temps en temps, il y a des histoires comme ça où c'est compliqué. En fait, on a aujourd'hui des marqueurs, lorsqu'on a un doute, lorsqu'un enfant fait un peu des affres, des petites fissures anales, perd un peu de poids, est un peu trop anémique, on a des tests qu'on fait sur la prise de sang et sur les selles, des marqueurs inflammatoires dans les selles, la calprotectine. Ulrich Meinzer, qui est un grand spécialiste, en parlerait mieux que moi, qui nous aide à réorienter le diagnostic vers une maladie de Crohn ou une arthrite juvénile. Mais il est vrai que chez un enfant chez qui on diagnostique une arthrite juvénile, la maladie de Crohn, qui devient une maladie beaucoup plus fréquente ces dernières années qu'elle n'était il y a quelques dizaines d'années, reste toujours quelque chose qu'on a dans un coin de la tête comme étant un diagnostic différentiel possible. Et après, les traitements sont des traitements qui, pour certains, sont les mêmes que l'arthrite juvénile. L'Inirad en a parlé, le Rémica, les anticorps anti-TNF sont utilisés dans les deux maladies. Mais d'autres traitements ne marchent que dans l'arthrite juvénile, ne marchent pas dans le Crohn. Méthotrexate, par exemple? Méthotrexate, c'est plus un traitement d'arthrite juvénile. Et les facteurs antinucléaires Non, eux ne discriminent pas. Parce que c'est même chez les personnes saines, vous pouvez avoir un facteur antinucléaire positif. Ce n'est pas un marqueur très intéressant pour discriminer. Ce sera plus des autres anticorps qu'on appelle les ANCA, et puis un marqueur qu'on appelle les ASCA, et cette fameuse calprotectine fécale, qui sont des marqueurs un peu plus différenciants, qui seraient plus en faveur de la maladie de Crohn s'ils sont positifs. Oui. Pour la vaccination, y a-t-il un risque de déclencher une poussée articulaire ou une uvéite? Alors c'est une question qui est très discutée. Récemment, on a montré que dans une maladie génétique inflammatoire, certains vaccins comme le Pneumo 23, qui est un très bon vaccin contre le pneumocoque, qu'on donne souvent en complément du Prévenard, pour assurer une protection à très long terme, peut déclencher des poussées locales au point d'injection du vaccin et de la fièvre.
Dans nos maladies, c'est moins évident. On a quelques patients qui ont eu des petites poussées fébriles ou douloureuses après des vaccins un peu puissants comme le pneumo 23, pas tellement après des vaccins comme ceux qu'on fait ces dernières années de la grippe, qui contiennent presque plus d'adjuvants. Pour l'uvéite, je dirais que notre recommandation, c'est de quand même vacciner ces enfants, parce que c'est important. A fortiori, si on leur donne des traitements qui diminuent leur défense immunitaire, comme du méthotrexate ou des anti-TNF, mais lorsqu'on les vaccine, d'avoir un contrôle ophtalmologique quelques semaines après, pour être prêt à réagir s'il y avait une poussée d'uvéite, favorisée ou non par le vaccin, on ne saura pas, mais enfin en tout cas d'être prêt à réagir et ajuster éventuellement transitoirement les coliques. Donc l'idée générale, c'est vacciner-les, mais associer ça à une surveillance ophtalmologique correcte. Et a-t-on une idée, dans le développement de la CEP, d'un intervalle entre la prescription d'un anti-TNF, est-ce que c'est dose dépendant, la durée d'exposition du traitement, est-ce qu'on a des précisions entre la CEP et l'apparition et anti-TNF? Alors en réalité, je dois juste faire une petite correction, ce qui a été observé sous anti-TNF ou sous quelques autres biothérapies, ce ne sont pas peut-être des CEP stricto sensu, ce sont des atteintes neurologiques démyélinisantes, donc qui ressemblent sur l'IRM cérébral à ce qu'on verrait dans une CEP, mais qui ont cette particularité que la plupart du temps, à l'arrêt du traitement, elles disparaissent, et que très peu de ces patients vont vraiment avoir une CEP par la suite. Bon, on pense que ceux qui ont vraiment une CEP par la suite, c'est que vous avez vraiment une prédisposition à avoir une CEP. Et là, on ne sait pas bien quelle est la cause. Et non, on n'a pas, pour ce que je connaisse, mais c'est exceptionnel, en particulier chez l'enfant. Moi, je n'ai aucun des enfants dont je m'occupe qui a développé ça. Mais bon, ça pourrait m'arriver un jour. C'est clair, on ne connaît pas de lien avec la durée d'exposition ni la dose. Oui, c'est par rapport à ma fille qui a eu donc un traitement pendant 15 ans et qui développe actuellement possiblement une CEP. Je comprends. Alors, il y a deux points à considérer. Le premier point, c'est que malheureusement, la CEP n'est pas une maladie si exceptionnelle chez le sujet jeune. Il y a des grandes cohortes de patients avec CEP, au moins aussi grandes que nos cohortes de patients avec arthrite juvénile. Donc votre fille peut éventuellement avoir la malchance d'avoir les deux, mais dans le doute, on va quand même se poser la question de l'imputabilité de l'anti-TNF. Donc je pense qu'il y a une déclaration qui a été faite de pharmacovigilance pour suivre ça de très près. Mais je serais incapable de vous dire, les études, enfin ce qu'on a chez l'adulte ne met pas en lien évident dose ou durée d'exposition à ce risque. C'est plus une action immunologique qu'on ne comprend pas très bien, qui est soupçonnée. Mais bon, ça montre l'état de notre inconnaissance sur le sujet. Peut-être faut-il, comme l'heure avance, qu'on fasse peut-être maintenant, pour ceux qui ont besoin d'une petite pause, qu'on va faire assez bref. Qu'en pensez-vous, William? On fait une dizaine de minutes de pause. Alors moi, je suis disponible s'il y a des questions un peu personnelles pour répondre à ces questions. Vous pourrez quand même boire un petit café et on va préparer l'intervention suivante pendant ce temps. Merci beaucoup.